Le XIXe siècle a été l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire de France. Les différents régimes se sont enchaînés. Consulat, empire, monarchie, république. Du 20 mars au 22 juin 1815, le règne de Louis XVIII a connu une parenthèse que l'histoire a retenue sous le nom de 100 jours. Au cours de ces 3 mois, l'empereur déchu a tenté de rétablir son autorité. Spoiler, ce fut peine perdue. Un peu de contexte d'abord. En avril 1814, Napoléon se rend à l'évidence. La France, longtemps victorieuse, connaît de nombreux revers. Elle a même été envahie sur son propre territoire. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Talleyrand quoi, sent le vent tourner. L'ancien ministre de Napoléon établit des relations avec le Bourbon Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est lui qui était pressenti pour prendre le pouvoir. D'ailleurs, Talleyrand était là pour recevoir les Alliés quand ils sont arrivés à Paris, et il n'a pas manqué de plaider sa cause. Talleyrand obtient du Sénat la proclamation de la déchéance de Napoléon et la présidence d'un gouvernement provisoire. L'empereur, quant à lui, se résout à l'exil sur l'île d'Elbe. Louis XVIII, qui s'était réfugié en Angleterre, sait bien qu'il ne sera plus possible de revenir à l'ancien régime. La Révolution française, puis l'Empire sont passés par là. Le Bourbon fait son entrée à Paris le 3 mai et promet de mettre en place une monarchie constitutionnelle. Commence alors ce qu'on appelle la première restauration. Précisons que le retour d'un monarque est perçu par beaucoup de Français comme un retour en arrière. Le drapeau tricolore est abandonné au profit du drapeau blanc. L'étiquette royale est rétablie. Les émigrés contre-révolutionnaires sont invités à revenir en France. La religion catholique redevient la religion d'État. Autant de choses qui rendent le nouveau régime impopulaire. Or, Napoléon, sur son île, est tenu au courant de ce que pense l'opinion. Il caresse l'espoir d'un grand retour, d'autant plus que les 2 millions de revenus annuels qui lui étaient dus ne lui ont pas été versés. Son épouse et leur fils ne l'ont jamais rejoint, et rien ne le retient sur l'île d'Elbe. Les bonapartistes ont fait de la violette leur signe de ralliement. Ils appellent discrètement leur héros « Père la Violette », en référence à une phrase qu'il avait faite avant son exil. Il reviendrait avec les violettes, comprenez, avant le printemps. Et Napoléon respectera bien sa promesse. Napoléon quitte en secret Porto Ferraio, la ville principale de l'île d'Elbe, pour rejoindre la France à bord de l'Inconstant. Il accoste à Valoris, dans le golfe Juan, près de Cannes. Il dispose d'environ 1 millier de soldats à ses côtés. Voici ce qu'il écrit dans une déclaration adressée à l'armée. « L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. » Plutôt stylé. C'est pour cette raison qu'on appelle l'épisode de son périple entre la Côte d'Azur et Paris le vol de l'aigle. Son premier objectif est d'atteindre Lyon, en passant par Grenoble. La vallée du Rhône fourmille de royalistes, et Bonaparte veut se frayer un chemin dans la montagne. Un peu plus de 300 km sont effectués en 7 jours. Napoléon suscite l'enthousiasme sur son passage, celui de ses partisans bien sûr, mais aussi celui des paysans. À la Fraye, au sud de Grenoble, des troupes royales qui étaient venues mettre un terme à son périple se rallient à l'empereur. Napoléon s'avance vers elle, met sa poitrine en avant et déclare « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà. Vive l'empereur !» est leur réponse. À Grenoble, Napoléon est encore acclamé. Les habitants ont même détruit la porte de Bonne afin qu'il puisse entrer dans la ville. Lyon lui réserve peu ou prou le même accueil. Dépêché dans la ville par Louis XVIII, le comte d'Artois, qui deviendra plus tard le roi Charles X, et le maréchal MacDonald ont déjà plié bagage. Louis XVIII fonde son dernier espoir sur Ney, rallié après avoir été un brillant maréchal de l'Empire. Ses troupes attendent Bonaparte. Le maréchal Ney a déclaré qu'il allait accomplir la capture de Napoléon par ces mots « Je ramènerai l'usurpateur dans une cage de fer ». Pourtant, lorsque les deux hommes se retrouvent à Auxerre, Ney se confond en excuses et lui ouvre grand les bras. Napoléon lui aurait répondu « Vous n'avez pas besoin d'excuses. Votre excuse, comme la mienne, est dans les événements qui ont été plus forts que les hommes. » Louis XVIII a fui Paris dans la soirée, direction la Belgique. Arrivé dans la nuit au château de Fontainebleau, Napoléon fait son entrée à Paris et se rend aux Tuileries à 21 h. Il est accueilli par une foule immense qui l'acclame.
Il commence par former un gouvernement constitué entre autres de Davout, Fouché, Cambacérès et Carnot. Malgré une certaine ferveur à son retour, Napoléon doit composer avec une France plutôt divisée. Les royalistes s'opposent à lui, tout comme les jacobins, nostalgiques de la Révolution et prêts à recommencer. L'empereur se tourne donc vers les libéraux et organise une entrevue avec l'un d'eux, Benjamin Constant. Ce dernier n'avait pas que des mots doux pour Napoléon, mais il accepte de rédiger un acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Les monarchies voisines de la France ne veulent plus de Napoléon à la tête du pays. Par le traité de Vienne, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, l'Autriche s'allient pour former la 7e coalition. Par le décret du 29 mars 1815, l'empereur abolit la traite des Noirs. Ce texte n'abolit pas l'esclavage, mais il interdit l'introduction de Noirs provenant de la traite dans les colonies. La nouvelle constitution est promulguée. Elle précise que l'empereur exerce le pouvoir entouré de 2 chambres. Une chambre des pairs, nommée par l'empereur et dont la charge est héréditaire, et une chambre des représentants, élus par le peuple. Notez qu'à l'époque, le suffrage universel direct n'existe pas encore. La liberté de la presse et des cultes est garantie. La Vendée royaliste se soulève contre le nouveau régime, comme elle s'était révoltée 20 ans plus tôt. Napoléon envoie ses troupes pour mater la rébellion, qui ne dure pas longtemps, puisque les Vendéens déposeront les armes le 31 mai. Lors de la fête du Champ de Mai, qui prend place sur le Champ de Mars à Paris, les résultats du plébiscite sur l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire sont divulgués. Même si le texte est adopté, les citoyens n'ont pas fait preuve d'un réel engouement, puisque l'abstention est comptabilisée à environ 80%. C'est lors de cette même cérémonie que Napoléon prête fidélité à la Constitution. Depuis la défaite de Napoléon en 1814, ses ennemis anglais, russes, prussiens et autrichiens cherchaient un accord de partage de l'Europe. La chose est faite en ce 9 juin 1815 au Congrès de Vienne. Depuis son retour au pouvoir, Napoléon a tenté de se reconstituer une armée. Même s'il a déclaré vouloir faire la paix avec ses voisins, ces derniers ne semblent pas du même avis. Sur le territoire, l'empereur constate que sa popularité s'étiole rapidement. Napoléon franchit la Sambre à Charleroi avec 124 000 hommes pour empêcher la jonction de 2 armées ennemies présentes en Belgique et les attaquer de façon soudaine. Sa troupe rencontre des Prussiens, Napoléon remporte la bataille. Les Anglais battent en retraite face à Ney et l'empereur défait le maréchal prussien Blücher à Ligny, en Belgique. Le général anglais Wellington attend son allié prussien en se retranchant près du village de Waterloo. Il pleut énormément et le plateau est un véritable bain de boue, si bien que Napoléon est obligé d'attendre 11h30 avant d'attaquer. Il s'agit d'une erreur stratégique, car entre-temps les Prussiens ont réussi à s'approcher. L'armée française se retrouve sous les tirs des Anglais et face à l'assaut des Prussiens sur son flanc droit. Pour sa part, le maréchal Grouchy a échoué dans sa mission d'empêcher Blücher de rejoindre les Britanniques. La cavalerie de Ney capitule contre Wellington. La garde napoléonienne est envoyée au front à 19h, mais elle se heurte aux canons anglais. Un renfort prussien vient alors soutenir l'assaut britannique. Seule la vieille garde de Napoléon, en formation serrée et carrée, résiste et protège le chef. Le général d'Empire Cambronne aurait prononcé ces mots célèbres. « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Après son nom moins fameux « Merde !» À 21h, l'armée bat en retraite. De retour à Paris depuis la veille, l'empereur vaincu a réuni son conseil. Il souhaite organiser la réponse militaire et la défense du territoire, mais aussi discuter la possibilité de dissoudre les chambres et instaurer la dictature. Beaucoup demandent son abdication. Il s'y résout. Les 100 jours sont arrivés à leur terme. L'épopée de l'Aigle est définitivement achevée. L'armée française essaye de défendre Paris contre l'ennemi prussien, mais la capitulation est signée le 3 juillet 1815 à Saint-Cloud. Soutenu par les puissances étrangères, Louis XVIII fait son entrée à Paris le 8 juillet et récupère son trône. Malheureusement, suite au retour de la monarchie, certains royalistes du sud de la France vont massacrer de nombreux opposants. Des bonapartistes, des révolutionnaires et même des protestants. C'est ce qu'on appelle la Terreur blanche. Napoléon, de son côté, a organisé son exil aux États-Unis, mais la côte est bloquée par les Anglais. Plutôt que fuir en clandestin, il décide de se rendre au capitaine du Bellérophon, en espérant que l'Angleterre lui accordera l'asile. Bien mal lui en a pris,
puisque les Britanniques n'ont aucune intention de l'accueillir chez eux. Ils ont même prévu de déporter l'empereur déchu à Sainte-Hélène, une île perdue au beau milieu de l'océan Atlantique. Il effectue cet ultime voyage à bord du Northumberland et accoste dans sa dernière demeure le 16 octobre 1815. Il s'y éteindra le 5 mai 1821. On doit l'expression 100 jours au préfet de la Seine, Chabrol de Volvic. Le 8 juillet, 15 jours après l'abdication de Napoléon, il accueille Louis XVIII en déclarant « Sire, 100 jours se sont écoulés depuis le moment fatal où votre Majesté, forcée de s'arracher aux affections les plus chères, quitta la capitale au milieu des larmes et de la consternation publique. » Voilà, nous avons retracé ensemble les 100 jours de Napoléon, une période durant laquelle l'empereur reprend le pouvoir avant de finalement abdiquer. Une séquence qui, je trouve, illustre parfaitement la grandeur de l'épopée napoléonienne. L'allitération, c'est cadeau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.